Le Bitcoin a explosé son ATH, son all-time high, c'est-à-dire le point le plus haut qui n'est jamais atteint. On est à 94 408 $. C'est exceptionnel ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, ça a été une très bonne journée. Attention, ça risque de corriger très fort. Et d'ailleurs, sur CoinMarketCap, on voit un petit peu que le Bitcoin a retracé fortement ces dernières heures. On est monté jusqu'à 94 800 et en fait, on est redescendu ensuite jusqu'à 93 800. Donc, on perd 1000 $ en l'espace de quelques heures. Alors, ça peut paraître peu, mais si vous avez un horizon d'investissement très court terme, voyez que c'est extrêmement volatile. Et pourtant, le Bitcoin, c'est l'un des moins volatiles du marché parce que c'est l'un des plus, enfin, c'est même pas l'un des plus, c'est le plus capitalisé de ce marché. Regardez, sur les 3000 milliards de dollars que représente le marché crypto, 1800 milliards de dollars sont représentés par le Bitcoin. Et ce qui fait donc une dominance du Bitcoin à 60%. Et cette dominance, elle veut pas descendre en fait. Elle veut pas descendre et pourtant, on aura besoin qu'elle descende si vraiment on veut avoir une altcoin season. En fait, si ça veut profiter à l'Ether et aux autres crypto-monnaies, il va falloir que cette dominance descende. Mais actuellement, c'est clairement une Bitcoin season. Vous voyez cet indicateur, ça montre si on est plutôt en Bitcoin season ou en altcoin season. Et là, globalement, on est plutôt vers le bas, donc en altcoin season. Regardez en fait, dès qu'on aura ce graphique qui remonte, là, dans toute cette remontée de graphique, on aura donc une altcoin season et donc des crypto-monnaies qui performeront extrêmement bien. Et en fait, à partir du moment où on est en altcoin season, c'est lorsqu'il y a le top 50 des cryptos qui surperforment en fait sur 90 jours le Bitcoin. Et c'est là qu'on peut dire qu'on est en altcoin season. Attention, ce cycle risque d'être différent parce qu'en fait, on a des ETF sur le Bitcoin et tout l'argent qui rentre dans les ETF de BlackRock, dans les ETF de Fidelity, de ARK Invest, de Invesco, de VanEck, etc., de Grayscale. Alors, Grayscale, c'est plutôt des altcoins, mais bon, bref. Tout l'argent qui rentre dans cet ETF, c'est pas forcément des liquidités qui vont se déverser sur n'importe quel altcoin et n'importe quel shitcoin. Non, je pense que ce cycle est extrêmement différent. Alors oui, on aura le Bitcoin qui va pumper de fou et à un moment, ça va se calmer et à un moment, on aura quand même les altcoins qui vont exploser, mais peut-être pas tous. Déjà, on en a énormément. La liquidité, elle est extrêmement diluée en fait parce qu'il y a beaucoup de projets qui se sont lancés pendant le bear market et pendant le début de ce bull run. Et donc, on verra ce qu'il est possible de faire. Je pense quand même que ce sera très intéressant si vous êtes placé sur les bonnes narratives, sur les bons projets, mais ça va être relativement compliqué. On regarde les inflows donc sur le Bitcoin de la part des ETF, donc de la part de la smart money. C'est vraiment les gens qui ont des millions de dollars à mettre là-dedans via les ETF. 19 novembre, donc hier, on était à 829 millions de dollars qui sont rentrés sur le Bitcoin. Avant-hier, 254 millions qui sont rentrés. Les 2 jours précédents, par contre, là, c'était sorti. D'accord, on avait moins 400 millions sur les ETF Bitcoin et moins 370 millions. Ce qui est intéressant à regarder aussi et surtout, c'est les ETF sur l'Ether. Parce qu'en fait, à partir du moment où vraiment on verra un réveil des ETF sur l'Ether, là, je pense que l'Ether pourra reprendre du poil de la bête et repasser peut-être en dominance par rapport au Bitcoin. Là, clairement, c'est le Bitcoin qui prend tout le lead et on fait des points bas de plus en plus bas là pour le graphique Ether comme Bitcoin. Donc là, globalement, on voit que c'est pas la folie. Il n'y a que des millions de dollars qui sortent des ETF sur l'Ether. Moins 3 millions, moins 59 millions, moins 39 millions, moins 81 millions. Alors, j'espère qu'à un moment donné, vraiment, on aura ce réveil de la part des institutionnels. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Et même, par exemple, Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStrategy, lui, c'est full Bitcoin. C'est un maximaliste. D'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui investit uniquement sur Bitcoin, le terme qu'on utilise, c'est maximaliste. Alors oui, toutes les autres cryptos n'ont pas la même valeur et le Bitcoin, c'est de l'or numérique, c'est une supply limitée à 21 millions, c'est créé par Satoshi Nakamoto, etc. Mais globalement, il y a quand même d'autres cryptos qui sont intéressantes. Mais eux, ils veulent rien savoir. C'est full Bitcoin. Michael Saylor, cofondateur de MicroStrategy, est l'entité qui détient le plus de Bitcoin à travers le monde. Alors, en termes de décentralisation, ça ne pose pas de problème. Par contre, en termes d'impact sur le prix, le jour où lui, il se met à vendre, là, vous pouvez être sûr qu'on prend moins 15, moins 20, moins peut-être plus dans la journée sur le Bitcoin. Parce que lui, il continue de holder sur le très long terme. Mais le jour où il vend, là, attention, ça risque de faire très mal. Et donc, Michael Saylor tente de convaincre le conseil d'administration de Microsoft de lancer une constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin. Et là, croyez-moi, le jour où on a les GAFAM, notamment Microsoft ou Apple, qui commencent vraiment à s'intéresser aux cryptos et au Bitcoin, alors là, c'est to the moon. Vraiment, c'est explosif. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. On verra un petit peu prochaine assemblée de Microsoft. Ça devrait être, pour Michael Saylor, la mise en place d'une telle mesure devrait être étudiée au sein de chaque entreprise qui peut se permettre d'investir dans le Bitcoin. Et croyez-moi, les boîtes de la tech, Apple, Google, Meta, etc.,
elles disposent, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, elles disposent toutes d'énormes réserves de liquidité. Eux, ils ont du cash, mais à gogo, à ne plus savoir quoi en faire. Donc, ça pourrait être intéressant qu'ils placent une partie de leurs réserves en Bitcoin. Ensuite, on va faire un tour sur, alors je voulais pas parler de la dominance, je voulais parler tout simplement du Crypto Fear and Greed. Le Crypto Fear and Greed, généralement on dit que c'est dans le vert qu'il faut vendre et dans le rouge qu'il faut acheter, mais en bull run, on peut rester des mois et des mois dans le vert, on peut rester dans la cupidité extrême parce que en fait tout se passe bien, toutes les news sont au vert, tout le monde achète, ça continue de monter, et donc globalement c'est un indicateur qui est dans le rouge, donc dans le vert, pardon. Donc faut pas se fier uniquement à cet indicateur. Je vous ai déjà fait des vidéos en vous disant que quand on est dans les phases rouges, ici par exemple dans l'extrême peur, eh bien, c'est des points bas de marché, c'est intéressant pour acheter, et quand on est dans les points verts, c'est des points hauts, c'est intéressant pour vendre. Mais en bull run, c'est un peu différent parce que on est dans le vert pendant très longtemps, on va pas se mentir. On fait un petit tour sur la Google Trend. La Google Trend, c'est l'intérêt des particuliers en fait pour le terme crypto. Donc tous ceux qui recherchent crypto sur Google. On voit qu'en 2021, c'est là qu'on a atteint le max. Sur les 5 dernières années, c'est là qu'on a atteint le max des recherches. Aujourd'hui, on est à peine à la moitié, on est à 50. Si on tape le terme Bitcoin, donc l'intérêt des particuliers revient, mais pour l'instant, on n'est pas au max de ce qu'on a connu. Si on tape le terme Bitcoin, là par contre, c'est différent parce que Bitcoin, là, on est monté quand même très très haut. Alors l'anticipation, c'est que ça descende un petit peu, mais on est quasiment au même intérêt qu'on l'avait en 2021. Donc là, c'est clair et net, on est en bull run. On ne peut pas dire autrement, on ne peut pas le nier en fait. Mais vous voyez, il y a une différence entre Bitcoin et crypto. Et je pense que beaucoup de personnes s'intéressent à Bitcoin, mais il va y avoir encore beaucoup de coups à jouer sur le marché des crypto-monnaies au sens large. Si on regarde depuis le début, ouais, on est ici. On est ici parce qu'on a eu un énorme intérêt sur le Bitcoin en 2017. En 2017, et si alors je retape crypto pour avoir une période de allez, crypto-monnaie, on va mettre une période un peu plus longue. Ouais, on a eu en 2017 très intéressant, mais surtout en 2021, lors du deuxième pic en novembre 2021. Et là, on est encore, je pense qu'on a vraiment un chemin devant nous qui est très intéressant. Donc on a parlé des ETF, on a parlé de Michael Saylor, on va faire un petit tour sur Twitter. Paul de Crypto Formation qui nous dit le bull run risque de durer encore plusieurs mois et vraiment c'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors généralement on a tendance à dire le bull run est assez court parce qu'on a eu une phase de 3 ans où on a fait que baisser, on a fait que accumuler, etc. Ça ne bougeait pas ça ne bougeait vraiment pas, et en fait il y a finalement une période d'une année où ça explose dans tous les sens. Mais cette période il se passe tellement de choses, il y a tellement de volatilité que il faut être vraiment accroché, et il faut pas voir ça comme un sprint, il faut pas voir ça sur quelques jours, quelques semaines, non. Ça peut vraiment durer des mois. Et donc, ceux qui prennent d'énormes risques, de gros leviers, qui risquent de tout perdre, comme si c'était terminé demain, c'est compliqué en fait. Cette attitude mène à la ruine. Le cycle haussier est un marathon. Et c'est vraiment extrêmement vrai. Je valide totalement ce propos. Ensuite, certains disent que BlackRock pourrait soutenir les États-Unis dans la réserve stratégique de Bitcoin. D'autres disent que Larry Fink, non, il ne soutiendrait pas l'initiative. Voilà, on entend tout et son contraire. Il va falloir faire très attention au bruit qu'on va avoir sur le marché des crypto-monnaies pendant le bull run parce que globalement, il peut se passer énormément de choses. Donc, MicroStrategy, on en a parlé, mais l'action, elle est en train d'exploser en fait. Elle est en train d'exploser parce que tout le monde s'expose à MicroStrategy en tant que proxy. En fait, ceux qui ne veulent pas s'exposer directement à Bitcoin s'exposent à une entreprise qui détient du Bitcoin et qui lève de la dette pour acheter du Bitcoin. Et voilà, et c'est l'action actuellement la plus échangée en termes de ratio volume-prix. Donc, elle devance les géants comme Nvidia, Tesla, Apple ou encore Amazon. Et Coinbase est en 5e position. Donc là, ça commence à sentir bon pour la crypto. MicroStrategy, Coinbase, 2 actions crypto qui sont dans le top des actions les plus échangées actuellement. Très intéressant. L'indice de la peur, donc le VIX, est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur le marché, entre les élections américaines, entre un contexte géopolitique et macroéconomique qui est assez instable, qui est assez tendu. Là, actuellement, on a le G20, on a Trump qui a annoncé des choses, on a Biden qui vient d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles, on a ce qui se passe au Proche-Orient, etc. C'est très compliqué, donc forcément, l'indice de la peur, ce qui est le VIX, il est extrêmement élevé. Enfin, extrêmement. On voit quand même qu'il est beaucoup plus élevé que à d'autres moments. Tout simplement. Et ensuite, Cryptomatrix qui nous partage une réflexion. Si on a un moins 20% sur le Bitcoin, ce qui peut arriver très largement, d'accord? Si on est à 100 000 et qu'on descend à 80 000, c'est possible. Là, si on est à 90 000 et qu'on descend à 75, c'est possible, d'accord? C'est largement possible en bull run. Qu'est-ce qui se passera sur les altcoins? Qu'est-ce qui se passera sur les altcoins? Parce que là, ce sera le bain de sang, en fait. Et vraiment, quand on a le Bitcoin qui perd 20, et bien alors là, le reste va perdre beaucoup plus, en fait. Parce que ce sera la panique. Alors, si c'est au début du bull run, ça risque d'être très intéressant pour recharger.
Mais je pense que vraiment, là, ce sera compliqué pour beaucoup d'entre vous, notamment ceux qui arrivent sur le marché. Et là, c'est clair et net que si on a un moins 20% sur le Bitcoin, hop, là, on repasse dans l'extrême peur. Ensuite, on reparle encore de micro-stratégie parce que c'est la folie ce qui se passe. Eux, ils prennent des risques inconsidérés, hein, comme dit Asher, pardon. C'est soit la bombe, soit de la bombe, en fait. Soit ça, c'est super positif et ça propulse le Bitcoin à des sommets qu'on n'aurait même pas imaginé, soit c'est explosif et ça nous fait une catastrophe, quoi. Parce que là, il devait lever 1,75 million de dollars, finalement il lève 2,6 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, il lève quand même 6, 7, 8, quasiment 900 millions, bah, quasiment 1 milliard en plus, donc très costaud. Et on va finir avec les résultats de Nvidia qui devraient arriver ce soir. Alors, Nvidia, c'est une des boîtes de la tech les plus capitalisées, hein, c'est la 3e après Apple et Microsoft. Mais globalement, si les résultats sont bons, ça peut permettre un petit rebond sur les marchés, et notamment sur le marché des crypto-monnaies. Si c'est plutôt négatif, alors là, ça risque d'être compliqué en fait. Ça risque d'être compliqué, mais Nvidia, comme nous dit Grégory Raymond, c'est une entreprise qui a pour réputation de dépasser les attentes de Wall Street. C'est-à-dire que souvent, il y a des analystes qui font des attentes en termes de résultats, de chiffre d'affaires d'une entreprise, etc. Enfin, qui font des estimations. Et quand l'entreprise donne ses résultats, Nvidia a tendance à surpasser ses résultats. Donc, généralement, ça réagit positivement. Maintenant, est-ce que ce sera encore comme ça pendant des mois et des mois? C'est pas gagné. Voilà. Si vous voulez aller faire un tour sur Twitter, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aux 2 comptes TikTok parce que j'en ai un qui a été ban hier soir et ça me fout les boules parce que c'était un compte à plus de 30 000 abonnés avec 4 ans de travail. Donc là, je suis en train d'essayer de le récupérer. Mais globalement, il y a un deuxième compte, c'est ju.btc. N'allez pas voir ailleurs parce que sinon, enfin, n'allez pas sur un autre compte qui s'appelle ju.btc. S'il y a autre chose derrière, c'est que c'est un fake. C'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. C'est un scam, c'est un usurpateur d'identité. Donc, ju.eth, ju.btc, c'est tout, rien d'autre. Voilà, c'est ultra simple. Donc, ne vous faites pas avoir si jamais c'est un autre compte. Et sur Twitter, c'est ju.eth avec un tiret, avec des tirets parce que ju.eth n'était pas disponible. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, et sinon, on se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine actu sur le marché des cryptos. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description. L'appli Coinbase, alors juste, je vous partage une dernière fois cette info, qui remonte à la 50e place dans le top des applications les plus téléchargées sur l'App Store. Et là, quand vraiment on sera numéro 1 en termes de toute application, pas en termes d'application finance, en termes d'application, là, ce sera peut-être un niveau de top de bullrun. Voilà, à très bientôt, ciao.